Bonjour. Je salue tout d'abord Monsieur le Président et Monsieur le Secrétaire Général de l'Académie et tous les académiciens, mes collègues de cette séance, en particulier le modérateur, Georges Massion et Dominique Angèle Breton. Il est pour moi un grand honneur d'être à l'Académie nationale de chirurgie, en devant de tant de membres distingués, et de parler de l'échinococque de foie. Ma présentation est sur la nomenclature de l'échinocoque kystique, qui est basée sur les concepts qui ont été transmis au fil des ans par des scientifiques, médecins, chirurgiens, français ou francophones, et qui aujourd'hui, il a peut-être malheureusement des mauvaises traductions, il n'a pas raison de modifier. L'échinocoque kystique est la désignation actuelle de la maladie causée par le parasite Echinococcus granulosus, sensu lato. Dans le cycle parasitaire, on considère une forme adulte qui vit dans l'intestin du chien et d'autres carnivores, qui sont les hôtes définitifs, comme tout le monde le sait, et une forme larvaire qui infecte les hôtes intermédiaires où les humains sont accidentellement inclus. Kyste hydatique, c'est puis la dénomination donnée à la forme larvaire du parasite. Le kyste hydatique est connu chez l'homme depuis des milliers d'années. Il a été d'abord décrit par Hippocrate comme vésicule remplie d'eau. Et c'est curieux, cette désignation vésicule que nous allons voir plus tard. Mais seulement au XXe siècle, Félix de Rohan a donné la définition. Il a dit qu'un kyste hydatique se compose de deux parties, le parasite échinococcique et l'adventice qui l'encapsule. Et ça, c'est aussi un autre point très important pour la compréhension de la nomenclature. En schéma, on peut voir ici à droite le parasite avec ses deux couches cuticulaires et géminatives, et à gauche le kyste avec le parasite et l'adventice. Si on fait une coupe, on peut voir ici dans une préparation histologique l'adventice, ici, tout ça, c'est le tissu de l'organe de l'hôte, la cuticulaire, la géminative, avec les capsules porolégères et les scolex. L'adventice est une couche de tissu inerte résultant de la réaction de l'organe de l'hôte à un corps étranger qui est le parasite. C'est cette capsule fibreuse, dont l'épaisseur est variable, que donne le terme de kyste à cette entité. Et selon Yves, dans sa thèse de doctorat en Algérie en 1950, l'adventice a reçu dans la littérature différentes dénominations. Membrane, aventicielle, parasitaire, perkystique. Mais ces désignations ne sont pas acceptables. Demirlos a dit ça en 1973 parce qu'il n'est pas une membrane et parce qu'il n'est pas périkystique. Périkyste peut être tout le tissu normal autour du kyste. En effet, l'adventice est la couche périhydatique et non périkystique. Un exemple de cette erreur, c'est l'utilisation du terme périkystéctomie lorsqu'on fait l'excision de l'adventice dans le kyste hydatique du foie. Pourquoi? Il suggère que le kyste est juste le parasite, ou hydatique, ce qui contredit la définition de définition. Et c'est un concept totalement faux et un malentendu d'interprétation que résulte d'appeler kyste la vésicule parasitaire. Mais le problème, monsieur, c'est que les Anglais l'appellent kyste et vésicule au même organe. Cyste et vésicle sont des synonymes dans la traduction anglaise. Il est important de rappeler qu'un kyste hydatique est l'ensemble constitué par le parasite et l'adventice. Le parasite correspond à une vésicule de liquide, comme Hippocrate a décrit, qui est désignée vésicule parasitaire. Le kyste hydatique n'est pas la vésicule, donc il est absolument impropre d'appeler périkystique à l'adventice. Un autre aspect très important, c'est à ce qui concerne la vésicule fine. Et ça, c'est une bataille que je me bats depuis des années.
La traduction anglaise de vésicule fille, c'est malheureusement daughter cyst. Et on va voir pourquoi c'est malheureusement. De V a montré au Nice du siècle passé, pour la première fois, l'évolution des protoscolex. Les protoscolex assurent la fertilité du kyste, se transformant en vésicule fille. Et ce phénomène s'appelle vésiculation. Et c'est une tentative du parasite pour préserver l'espèce. On peut voir ici un schéma qu'en kyste simple, une vésicule seulement, on peut appeler vésicule mère, peut donner des vésicules filles dans une tentative de former plus des parasites adultes. Ici, c'est l'imagerie de cette schéma. Les vésicules filles ne comportent pas adventices. Alors, pourquoi le nom d'anthocyste en anglais? Parce que la traduction était kyste fille. S'il ne sait pas le kyste que produit des filles, seules les vésicules mères peuvent produire des filles, de sorte que vésicule fille est le nom correct. Même en anglais, il faut dire daughter vesicles et non daughter cysts. Le traitement du kyste hydatique du foie a été une contribution très importante des chirurgiens français dès le XIXe siècle. À 1887, Samuel Posy fit la première kystéctomie à l'hôpital Lorcine Pascal, aujourd'hui hôpital Broca à Paris. Après les travaux de Poitras et Baraduc, en 1895, la kystéctomie est devenue la méthode de traitement préférée des chirurgiens russes, qui était une école très importante au fin du siècle XIX, où a excellé Napalkov, qui l'a effectué sans ouvrir le kyste. La kystéctomie est encore aujourd'hui la procédure idéale en ce qui concerne le traitement du kyste hydatique. On peut citer d'autres chirurgiens français à décrire une technique chirurgicale particulière, la marsupialisation des pour bourgeons en 1957, la restitution du dôme saillant pour l'agro en 1959. Et ces techniques partielles qui ont été pratiquées depuis des années par tout le monde sont aujourd'hui abandonnées, car nous savons qu'elles sont une source de récidive. Mais il faut ne pas oublier que l'état d'esprit de ces grands chirurgiens français des années 50 était celui de traiter une maladie bénigne pour laquelle il fallait être économe. En 1973, un grand chirurgien français, Demirleux, a publié un petit livre où il fait la différence entre l'approche différente pour les kystes univésiculaires et pour les kystes multivésiculaires. À ce temps, c'était cette grande différence qui doit définir l'approche pour le traitement. Il disait qu'il s'agit de deux maladies différentes. Pour les kystes univésiculaires, il était suffisant l'extirpation seulement de parasites. La vésicule mère ou l'hydatite, comme on peut l'appeler, et c'est une hydatidectomie. Et c'est dans ces concepts qui sont basés aujourd'hui les nouvelles techniques de traitement du kyste hydatique sans chirurgie. Pour les kystes multivésiculaires, Demirleux disait déjà qu'il était nécessaire l'ablation concomitante de l'adventice et que ça est une kystéctomie, comme Posy a défini un siècle avant. Eh bien, nous arrivons à la désignation actuelle qui est le cocos kystique. Et encore, les francophones ont été un rôle très important dans cette matière. En 1980, Garbi de Tunis a publié la première classification géographique de kyste hydatique à propos de 42 cas. Et cette classification a donné la classification normalisée par l'Organisation mondiale de la santé pour les groupes informels dans le temps dans lequel la professeure Dominique Vuitton était la coordinateur des groupes informels. La différence principale, c'est le kyste de type 3 et le kyste de type 2.
On peut voir ici que le kyste type 3 de Garbi correspond au kyste type 2 de la OMS et le kyste type 2 au kyste type 3. La grande différence de la classification de l'Organisation mondiale de la santé, c'est qu'il définit 3 phases différentes pour les kystes actifs, des transitions inactives. Et on a introduit une autre figure, c'est le kyste 3B, qui c'est une situation quelquefois pensée qui peut aller en kyste inactif, mais qui peut avoir des vésicles et être en kyste fermé. En 1986, Ben Amour et la même équipe tunisienne ont publié les résultats des premiers essais de ponction percutanée des kystes hépatiques du foie, qui est connu aujourd'hui par l'expression PAI. Fonction, aspiration, injection de scolycie et réaspiration. Et cette technique est basée, comme j'avais dit, à la proposition de Demireur de traiter seulement le parasite, l'hydatide. Bien, quel est le rôle de la classification échographique que je trouve ici? Il y a un rôle important dans le choix de la procédure appropriée. Et nous pouvons séparer les 3 groupes de kystes. Le premier groupe, le kyste 1 et 3A, que la ponction, c'est le traitement qu'on peut choisir, qui traite seulement le parasite, la paille. Le groupe des kystes 2 et 3B doit être traité. On peut être traité par ponction percutanée, mais il faut faire quelque chose plus que la paille, la ponction et l'aspiration. On doit traiter le parasite, et ça, c'est l'évacuation du contenu ou même la cathétérisation pendant des jours pour tuer le parasite et destroyer le parasite. Ça, c'est une hydatolectomie. La chirurgie a indication dans ce groupe et c'est l'unique méthode qui enlève le kyste. Les autres kystes 4 et 5 sont kystes qui sont au chemin de l'inactivation et on doit être sur une forme de surveillance. Et on dit en anglais watch and wait. Les nouvelles méthodes sont plus confortables pour les patients et ont donc une grande acceptation. Ils sont pratiqués partout dans le monde avec d'excellents résultats et un faible taux de complications. Mais ces méthodes ne traitent que le parasite. Et c'est important de le dire. Il fait seulement la mort du parasite avec l'explosion ou enlèvement du parasite à partir d'une hydatolectomie. La seule procédure qui enlève le kyste, parasite plus adventiste, est la chirurgie. Et la chirurgie aujourd'hui, c'est seulement pour voir le rôle important des chirurgiens de l'école française. Et on peut diviser en 2 grands groupes, la chirurgie non radicale, qui correspond à une kystéctomie partielle, et la chirurgie radicale, où nous avons la kystéctomie totale ou la résection d'organes. La kystéctomie totale correspond à l'ablation du kyste entier et peut être faite par une méthode ouverte et une méthode fermée, comme nous avons vu avant. La résection d'organes va enlever le kyste aussi. Et on peut faire une segmentéctomie ou une lobectomie. La kystéctomie totale nécessite une protection absolue du champ opératoire contre la dissémination du cortoscoliose. On peut voir ici un schéma, l'ouverture du kyste, l'aspiration du contenu. Après le début de la dissection, en dehors du kyste, que les gens appelaient périkystéctomie parce qu'ils ont fait l'excision de l'adventice, mais ce n'est pas correct cette désignation. Et après, l'excision complète du kyste, qu'on va voir ici la paroi, c'est qu'on peut dire, du kyste, l'adventice totalement excisé. C'est une méthode ouverte. C'est un peu plus dangereux, mais c'est une kystéctomie totale. L'autre, c'est l'opération Napalkov, comme j'avais dit, il a fait la kystéctomie sans ouverture du kyste. Et on voit ici le début de la dissection, l'excision du kyste entier, et on peut voir qu'il n'y a pas de cavité résiduelle parce que le kyste a été totalement excisé.
Et aujourd'hui, à partir de l'an 2000, en chinois, Peng Xinyu a décrit une kystéctomie totale, aussi pour la méthode fermée, mais qu'il appelle une adventitiale, une kystéctomie per-adventitiale. Il marche dans la transition du kyste et du tissu hépatique sain, comme on voit ici. Il ne saigne pas. C'est une technique qui n'a pas de démarrage. L'excision du kyste entier et aussi il n'y a pas de cavité résiduelle. Bien. C'est seulement pour parler finalement de la récession d'organes. On peut faire une petite récession en kyste du segment 2-3. On fait une segmentéctomie de 3, comme on peut voir ici. On peut même faire une globectomie si un kyste de grande dimension, mais on doit intervention à l'air hépatique, comme tous nous savons. Bien, ce sont en bref des approches chirurgicales, mais pour les amener, a été essentielle la contribution des chirurgiens de l'école française qui je rends mon hommage ici aujourd'hui. Le kyste hépatique a une histoire, et donc il n'y a raison pour modifier les concepts historiques que des formes la nomenclature. Je veux dire, comme Bosy a fait en 1908, si le médecin ne connaît pas l'histoire de la médecine, il est un automate. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Antonio, pour cette présentation qui fait le lien entre l'école française de chirurgie et le kyste dilatique, échinococose kystique, comme nous aimerions que le monde dise. Et donc, je vous prends la discussion. Vous avez beaucoup insisté sur l'importance de la résection de la paroi du kyste. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus sur dans les risques de laisser la paroi du kyste en place, puisqu'il y a d'autres méthodes de traitement. Donc quelle importance cela revêt-il de faire la résection de la paroi du kyste? Il est très important parce que c'est la forme de n'avoir pas de récidive. Mais nous savons que parfois c'est dangereux. Nous savons que les kystes, quelquefois, il est très prochain des structures vasculaires et même biliaires de l'intérieur du foie. Et si on veut faire une kystéctomie totale, on peut couper cette structure et notamment c'est une complication très grave qui peut aller à la mort du patient. Pourtant, on peut dire que l'idéal sera la kystéctomie totale. Mais c'est une question de principe. Mais la nécessité peut aller à une kystéctomie partielle. C'est une kystéctomie on a besoin de faire à cause des complications. Oui, d'abord, pour information, il y a dans le Bloomgart, qui est un peu notre bible en chirurgie hépatique, il y a tout récemment une mise à jour sur la maladie hépatique du foie. Le texte est finalement assez classique, mais je vous invite à le regarder parce que l'iconographie est tout à fait extraordinaire. Voilà, donc pour information. La deuxième question, c'est dans les techniques dont vous avez parlé, vous n'avez pas évoqué la célioscopie, puisque la célioscopie à une époque faisait très peur en raison des risques de dissémination péritonéale, etc. Maintenant, il y a quand même des équipes qui font beaucoup, qui l'emploient beaucoup, et j'aurais bien aimé vous entendre sur cette question. La deuxième question, je n'ai entendu pas. Sur la laparoscopie. Ah oui, nous savons que l'évolution technique, particulièrement en chirurgie, nous montre qu'aujourd'hui, il y a d'autres formes d'abordage qui sont plus confortables pour les malades, etc. Le problème de la vidéochirurgie, c'est, de mon point de vue, il y a deux problèmes. Le premier, c'est la chirurgie avec du gaz. Et si on assiste à une rupture dans le kyste hépatique, c'est une explosion qui va donner une hédatidose secondaire.
Et c'est très dangereux. Et l'autre, c'est qu'est-ce qu'on doit faire sous l'abordage de la laparoscopie. C'est la question qu'on pose. C'est une kystémie totale. S'il est possible, et ça doit être seulement aux kystes superficiels qui sont très faciles d'abordage, qui sont périphériques et qui n'ont pas un grand volume. Ces kystes, on peut faire avec sécurité l'abordage du vidéochirurgie. Les autres, je pense que c'est un peu dangereux. La première question, je l'ai entendue, excusez-moi. Non, c'est pas une question. Ah, ok. C'était une information. Merci. Ayant eu la chance de travailler comme interne dans le service de M. Demirlo qui venait de partir avec M. Safi, je voudrais vous poser une question parce que c'est quelque chose qui m'a toujours troublé et profiter de votre concept physiopathologique. J'ai souvenir que dans le foie, il y avait parfois de multiples kystes hydatiques. Donc comment différenciez-vous les multiples kystes hydatiques par rapport à certains kystes qui étaient en interne multiples? Et j'ai jamais pu, si vous voulez, parce que le traitement est complètement différent. Demirlo avait inventé un trocard. Lorsqu'il y avait une poche, voire deux poches, on avait en fait un kyste hydatique qu'on pouvait ponctionner avec son trottoir, le vider, nettoyer, alors que lorsqu'on est devant une échinococose, c'est malade, on ne peut pas. Et comment donc dans le même foie, est-ce que dans le même foie, les deux maladies peuvent coexister et pourquoi, sur le plan physiopathologique? C'est peut-être la situation plus difficile peut-être de diagnostiquer, mais aujourd'hui avec les moyens d'image, il n'est pas difficile, mais surtout de traiter, de la décision de traiter. Parce que c'était toute la difficulté à l'époque, on n'avait pas l'image. On n'avait pas d'écho, on oui, n'avait rien. Si vous voulez. Donc on c'était le retrouvait problème en de opération avec des boules. Et on ne savait pas ce qu'il y avait dedans, et c'était très très compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, avec les autres moyens que nous avons, nous devons essayer en premier lieu le traitement médical. Dans cette situation de kystique multiple, même qu'il soit en kystique avec communication, on doit faire attention à cette communication. Et après ça, on doit regarder dans une situation de voir, et nous devons avoir l'aide de l'imagerie pour savoir l'évolution de ces kystes. Et on peut faire, après ça, on peut maintenir le traitement médical, on peut faire des poncions du petit kyste, et après beaucoup de temps, certainement, on peut décider s'il y a quelqu'un pour chirurgie ou pour autre forme de traitement. Mais c'est une approche très, très, cautelouse. Précautionneuse. Oui. Mais alors, je voudrais profiter de Mme Victon. Vous voyez que sur le plan conceptuel, parasitaire et immunologique, pourquoi est-ce qu'il y en a un qui fait? Pourquoi est-ce que le Oui, alors patient fait pas la même c'est chose? deux situations finalement très différentes, parce que le kyste donc de type C3, C2 et C3b, qui est multivésiculaire, avec des vésicules filles, donc comme l'a montré, donc c'est un kyste unique, et on pense maintenant que c'est un peu une réaction à l'agression, c'est-à-dire s'il y a eu par exemple une micro-rupture, un enfant qui joue au foot et qui a une petite rupture, ou toute autre situation de ce type, il va y avoir une réaction qui va faire que les protosquelettes qui normalement sont faits pour faire tourner le cycle quand le foie est mangé par l'hôte définitif, etc., vont faire ces vésicules. FI, c'est une espèce de réflexe de survie. Et donc ça c'est une chose. Et l'autre chose, c'est les kystes multiples qui sont à chaque fois soit un œuf, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des contaminations suffisamment importantes, et expérimentalement, on obtient, quand on fait ingérer des œufs aux parasites, du parasite à une souris, on va obtenir d'emblée une forme multiple. Donc, il y a cette situation-là. Il y a aussi vraisemblablement des situations où il y a comme une micrométastase qui se fait, et ça arrive que ça se fasse après la chirurgie, et c'est ce qui fait qu'on peut voir des formes multiples parfois 10 ans, 15 ans, 20 ans après une intervention chirurgicale qui avait semblé bénigne au premier chirurgien, et on se retrouve souvent avec des cas difficiles comme ça qui nous sont référés, et ça, c'est malheureusement
un des effets secondaires, souvent méconnus d'ailleurs par les chirurgiens initiaux, de la chirurgie du kyste dilaté. Ce qui explique peut-être aussi qu'on en voit parfois dans des organes complètement différents. Ah bah bien sûr, oui, totalement, totalement, bien sûr. Et c'est vrai que je pense qu'on insiste plus maintenant sur le risque de dissémination, le risque de récidive à long terme, parce qu'on arrive à l'époque où beaucoup d'enfants ont été opérés, souvent en Maghreb, en Afrique, etc., et on les récupère avec des formes très disséminées. Et bien sûr que les chirurgiens pédiatriques ne l'avont jamais, et ils sont très contents d'eux, malheureusement. Les chirurgiens hépatiques qui les récupèrent sont moins contents. Merci. Vous avez parlé de la ponction du kyste. Qu'est-ce que vous faites comme précaution pour éviter le choc anaphylactique? C'est seulement la prévention. Être prévenu qu'il peut venir et on doit être préparé pour sauver le malade. Comment préparer Je le fais seulement la présence, l'anesthésie dans le bloc opératoire et tous les instruments nécessaires pour faire la réanimation du patient. Il n'y a autre façon de le faire. Mais c'est très faible cette complication. Nous savons que les morts qui résultent de la ponction sont après le choc anaphylactique. Il y a 2 ou 3, je pense, décrits dans la littérature. 2 ou 3 décès sur des milliers de ponctions. Prochainement, 5 000 ponctions. Mais c'est pas, il n'y a pas moyen de l'éviter. Mais on doit être faire l'information et être préparé pour résoudre. Dernière question. Qu'est-ce que vous pensez au sujet des traitements pharmacologiques, place de pharmacologie dans le traitement de kyste dilatique? Deuxième question, quelles sont les méthodes préférables de protection du champ opératoire pendant la résection du kyste dilatique? Maintenant, à votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, je pense que le traitement médical a toujours une indication. Toujours. Toujours. Même dans les kystes simples, parce que c'est la forme idéale de traiter avant les méthodes invasives. Ok? Et parce que même qu'on fait une invasion, ponction, chirurgie, c'est une forme de prévention de l'échinococque secondaire et de donner une meilleure apporte au traitement. À ce qui concerne la ponction, la chirurgie, où vous allez ouvrir le kyste, ou même de prévention, on doit faire la protection du champ opératoire avec un scolicide qui ne c'est pas mauvais pour les structures. Et je pense que le peroxyde d'hydrogène, c'est ce qui a moins de problèmes d'utilisation. C'est ma opinion, mais on peut faire d'autres scolicides. Et comme toujours, développer une technique très rigoureuse pour ne faire des mauvaises choses. Merci. Dernière question. Voilà. Je voudrais vous dire que je suis originaire de Montbozot, que j'ai fait mes études à Besançon, Saint-Jean, Collège Saint-Jean et le PCB à l'époque. Et donc, après, j'ai fait mes études à Bordeaux. Je connais donc parfaitement la réputation de M. Pension et de Mme Vuitton, ayant suivi les publications médicales et puis ce qui se passait, il y a encore de la famille à Besançon. Voilà, je suis très content de me présenter à eux et de les saluer. Deuxième petite chose, là ça concerne proprement la médecine, le kyste dilatique, j'ai eu la chirurgie, j'ai eu à traiter au Maroc un cas d'échinococose alvéolaire péritonéale secondaire. Le malade se présentait avec un abdomen distendu, on palpait des tumeurs. Et il a fallu donc pour le diagnostic était assez
pouvait être évoqué. On n'avait pas bien sûr les scanners ni les IRM, mais il a fallu 3 interventions à 2 mois d'intervalle pour guérir cet enfant de 13 ans qui avait donc 20 ou 30 ou 40 kystes hydatiques en intrapéritonéal. Pour limiter les risques, il a fallu donc espacer les interventions, 3 interventions. L'enfant a guéri normalement. Après, j'ai quitté le Maroc, je ne l'ai pas su. Il a eu beaucoup de chance. Je vous remercie. Alors, je pense qu'il faut insister sur le fait que maintenant, l'utilisation de l'albendazole dans les gynécococcus cystiques est de plus en plus répandue. Le problème est d'avoir une bonne étude qui nous définisse combien de temps il faut traiter avant et après.